Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc en ce vendredi, premier bloc before, qui sera encore une fois, comme d'habitude, un peu un after, puisque nous allons bien entendu revenir sur les belles victoires de l'équipe de Suisse dans le cadre du championnat du monde à Riga et bientôt à Tampere, parce que l'équipe de Suisse, évidemment, a comme objectif de rejoindre Tampere et si possible la finale du 28 mai prochain. Et aujourd'hui, avec nous, encore une fois, Laurent Perroton. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Et bonsoir à Christian Ponty. Bonsoir Ducas. Avec le petit décalage d'usage, puisque vous l'aurez compris, nous sommes aujourd'hui ensemble par des moyens techniques et ce sera le cas pour les prochaines émissions, puisque nos différentes activités ne nous permettent pas forcément de nous retrouver du côté de notre bike and coffee favori à Nyon. Ça sera pour très bientôt, puisque nous continuerons de toute façon cette émission tous les lundis, y compris pendant la pause estivale. Alors messieurs, on a quand même eu quelques petits frissons, on n'a pas encore eu les gros frissons, mais ces derniers jours, on a eu les petits frissons. Laurent, ça fait partie évidemment du sommaire de l'émission. Oui, bah évidemment, on va revenir sur l'équipe de Suisse et puis ses grandes performances quand même. Il y a des records qui ont été battus, donc on va parler de ça. On va parler évidemment des brèves, un petit peu des marchés des transferts et puis évidemment du championnat du monde. Et puis pour finir, on aura deux, trois petites questions. Christian Ponty, quand je dis qu'on a eu quelques frissons, mais pas encore les gros frissons, c'est parce que certes, on est à quatre matchs de l'équipe de Suisse avec 4 victoires. C'est le quatrième. Celui d'hier a été sans doute le plus révélateur, mais sinon, eh bien, on s'est retrouvé avec des adversaires, disons, tout à fait prenables, et ce n'était pas vraiment des matchs à enjeu que l'on a eu vraiment au début de la compétition. Ouais, enfin, à peu près, parce que je pense quand même que, d'ailleurs, comme je l'ai dit depuis le début, pour moi, la Slovaquie, c'est quand même un vrai test. C'est quand même autre chose que les trois premières rencontres. D'ailleurs, en championnat du monde, la Slovaquie, c'est une équipe qui convient très bien à l'équipe de Suisse, tout le temps. Encore une fois, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. C'était quand même un peu plus compliqué. Donc, je pense que c'était un vrai premier test. Et puis, bon, il y avait quand même aussi l'arrivée de nouveaux joueurs qui a fait qu'il a fallu s'adapter. Ça, c'est une des grandes clés de toutes les équipes au championnat du monde, c'est de savoir s'adapter rapidement avec les nouveaux joueurs dans un laps de temps très court. Donc, on a pu s'en rendre compte. Donc, effectivement, de ce côté-là, la Suisse, elle a rempli son contrat et ça va en crescendo. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que si on avait dit qu'après 4 matchs, la Suisse aurait 4 victoires avec 2 goals encaissés, je pense qu'on aurait signé tout de suite. Donc, ça reste de toute façon un bon début, mais c'est qu'un début. Alors, on va enchaîner directement, parce que là, on est dans le positif, on va enchaîner directement avec le casque d'or. Laurent, on vous laisse ouvrir les feux. Ok, ouais. Alors, pas de problème. Alors moi, mon casque d'or, je l'ai mis à l'équipe de Suisse pour le record battu de 1939, de 202 minutes sans encaisser de but, hein. Lors de ce championnat du monde 2023, soit 84 ans plus tard, les Suisses ont réussi à résister et à pas prendre de goal pendant 205 minutes et 8 secondes. Exceptionnel, mais même si c'est honorifique et c'est quand même le début de la compétition, comme on l'a dit auparavant, avec contre des adversaires plus modestes, hein, la Slovénie, la Norvège, le Kazakhstan, et on a fini par la Slovaquie. Mais ça prouve quand même que la solidité de cette équipe de Suisse. Et surtout, on avait parlé auparavant, avant le début du championnat du monde, à cette saison en demi-teinte, à part le dernier tournoi où on a gagné le dernier tournoi contre la Suède, la Finlande et la République tchèque. Et finalement, ces tournois nous a amenés à être prêts contre les petites nations. Et d'habitude, on galérait un petit peu lors des championnats du monde contre les petites nations. Là, on a fait 12 points sur 12. Donc, de bon augure pour la suite. Là, maintenant, il y a les gros adversaires qui vont arriver. Justement, en fait, il y avait avec cet Euro-Hockey Tour et le regroupement des meilleures formations européennes, et là on y incluait la Russie à la place de la Suisse à l'époque, finalement il y avait une certaine autoprotection de ces équipes qui finalement jouaient entre elles, c'est un peu le privilège des grands, et de façon assez naturelle se protégeaient, si on veut, de faux pas contre les plus petites nations. Et la Suisse maintenant, elle a intégré cet Euro-Hockey Tour et elle en a tout le bénéfice. Exactement, et c'est pour ça qu'il était très important. Le premier tournoi, on a fait un bon premier tournoi. Après, les deux autres, c'était moyen. Et on a fini très fort en gagnant le tournoi. Donc, c'est important de garder cette place dans ces tournois-là pour avoir des débuts de championnat du monde plus faciles. Parce que lorsque vous avez des matchs compliqués en préparation, vous pouvez faire beaucoup plus de corrections individuelles et collectives. Et ce qui permet aussi dans le choix des joueurs, dans les sélections, dans l'amalgame entre les joueurs, aux sélectionneurs d'avoir des vrais matchs de haut niveau pour comparer
Et ce qui fait que moi, je pense que c'est un lien avec ce très bon début de championnat du monde. On développera peut-être pas ça tout à l'heure. Je vais vous écouter dans un instant, Christian Ponty, mais j'ai envie d'enchaîner. Prenons le calendrier de l'équipe de Suisse, mais on le prend à l'envers. Si l'équipe de Suisse avait dû jouer d'abord contre la Lettonie, puis ensuite contre le Canada, puis ensuite contre la Slovaquie, puis etc. Enfin, vraiment prendre les adversaires, mais dans l'autre sens. Lettonie, République tchèque, Canada, Slovaquie, ouais, ça aurait fait. Voilà, Lettonie, République tchèque et Canada. Prenons les 3 premiers matchs. On n'en serait peut-être pas à 4 matchs 12 points. Et on aurait peut-être un discours quand même différent. Donc, en fait, en plus, je suis favorable. Ou pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que on y reviendra après. Hein, on a plein de choses à dire, mais j'étais un petit peu agacé par moment hier sur le fait qu'on rentre dans ce jeu avec les Slovaques qui était la roublardise et essayer de sortir l'équipe de Suisse de son match. Mais ils ont bien rétabli la situation. Mais moi, je trouve dans la journée là, aujourd'hui, il n'y a pas un adversaire qui doit faire peur à l'équipe de Suisse. Par rapport à l'amalgame des lignes, on y reviendra après. Je crois que peu importe les adversaires, je pense que l'équipe de Suisse est capable en poule de gagner ces 7 matchs. Christian. Ouais. Bon, moi, ce que je vais juste rallonger par rapport au casque d'or de Laurent, c'est que finalement, le fait de justement faire partir de ce quota des 4 premiers en remplaçant la Russie, combiné avec les 4 étrangers en Suisse, déjà, on s'est rendu compte qu'on avait un plus grand réservoir de joueurs. On a dit les joueurs éligibles avec les gars de NHL, on est presque à 40 joueurs. Et quelque part, cette profondeur, aujourd'hui, elle sert. Et c'est vrai que je pense que ça évite peut-être les pièges qu'on pouvait avoir à l'époque, justement, en faisant les Deutschland Cup, parce que justement, on était à un niveau peut-être inférieur. Et je pense que déjà, dans la tête aussi des joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont dans le plus haut niveau de compétition et ça se voit. Après, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce que Laurent dit. Moi, je suis pas sûr que finalement la Suisse serait forcément moins bien classée en ayant commencé à l'envers parce que finalement, les grandes nations, guillemets, les Tchèques et tout, ils sont dans le même cas que la Suisse. Ils doivent aussi, il y a des joueurs qui arrivent, doivent s'adapter. Et puis finalement, je trouve qu'on surfe aussi quand même pas mal sur la fin de saison des gros joueurs du championnat suisse et ça se voit. Et quelque part, ça, c'est lié aussi au niveau du championnat suisse. Donc, tout ça mis ensemble, moi, je trouve que, voilà, par exemple, on voit qu'une équipe comme l'Allemagne, elle est en train de galérer, mais vraiment, c'est compliqué. Alors que je pense que le niveau du hockey suisse, il est quand même plus haut en Suisse maintenant qu'en Allemagne, par exemple. C'est un bon exemple. Donc, voilà, moi, je suis pas tout à fait surpris et je serais pas tout à fait surpris qu'on soit aussi bien classé dans l'autre sens. Voilà. Bon, on va enchaîner avec vous, Christian Pontier. Est-ce que la Suisse fait également partie de votre liste de casques d'or cette semaine? Non, moi pas la Suisse, mais un joueur suisse. Et d'ailleurs, ça va vous plaire, c'est Monsieur André Sambul. Alors, je peux vous dire que si ça, c'est une tournée d'adieu, il peut en faire chaque année des comme ça. Parce que je trouve que déjà, Sambul, il est sur la ligne des Grisons. Je le trouve incroyable. Et c'est là qu'on voit aussi l'importance d'un joueur comme Ambul par rapport à ses qualités techniques. C'est-à-dire, je m'explique, c'est un patineur naturel. Et en fait, tu as l'impression qu'il fait pas d'effort. Vous avez vu la vitesse qu'il a à son âge. Et là, on est au niveau international. À un moment donné, les Slovaques, ils venaient franc fou. Sur le breakaway, il fait un travail remarquable avec un timing incroyable. Mais je trouve surtout que c'est bien plus qu'un gars qui fait une tournée d'adieu. Et je pense que sa sélection, il est en train de prouver qu'il est vraiment encore dedans à 100%. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est l'importance des Ambul aussi sur le powerplay, deuxième powerplay, parce que on en parlera sûrement après, mais le premier powerplay, moi, j'ai trouvé moyen. Et je pense que son expérience mise au service du collectif avec justement ce côté patineur naturel, comme disent les Canadiens. C'est vrai, c'est des gars, on a l'impression qu'ils font pas d'efforts. Il skate, il glisse, il va très vite et il est au service de Niederreiter et enfin les 3 Davosiens d'ailleurs. Mais ce que je trouve aussi en plus remarquable, c'est qu'il est pas, c'est pas un hasard si cette ligne marche bien. Et regardez Niederreiter, il a tout le temps la banane. Et je pense qu'un gars comme Ambul, il est très très important et il fait un début de championnat magnifique. Donc c'est mon casque d'or.
Merci Christian Pontier. Il n'y a pas de surprise. Hein. En fait, je rejoins mon casque d'or, je rejoins celui de Laurent. Moi, j'avais retenu le 15-0 au niveau du goal average après 3 matchs. Là, on en est à 19-2. C'est remarquable, évidemment. Je me suis amusé à rajouter. Alors, évidemment, on peut toujours rêver, mais imaginons que l'on rajoute encore dans cette équipe Romagnosi et puis Sven Andrighetto. Et franchement, aujourd'hui, on aurait. Et Hoffman. Pardon? Et Hoffman en forme. Et Hoffman, mais là, je parlais de la défense. Et Okay. là, pardon, oui. Enfin, on aurait sans doute le offensif le plus impressionnant de ce championnat pour le moment, quoi, certainement. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas si vous le partagez, Laurent. Oui, évidemment, on y reviendra après. J'ai fait deux, trois recherches un petit peu sur quand même le parcours des joueurs suisses. Et lorsqu'on ajoute un petit peu le line-up et qu'on regarde un petit peu leur expérience au niveau international, c'est assez impressionnant finalement. Et tout le monde a un gros passé. Il y a beaucoup de joueurs qui sont à leur prime. Et c'est pour ça que moi, depuis le début des championnats du monde, je reste persuadé qu'ils ont une équipe pour être champion du monde. Donc on verra la suite. Mais en tout cas, il y a des choses à modifier, on en parlera. Mais par contre, c'est vrai qu'à titre individuel, c'est vraiment l'effectif est vraiment très, très impressionnant. Ouais. On va enchaîner avec le casque de plomb. Je vais pratiquement passer mon tour aujourd'hui parce qu'il y en a un qui me vient immédiatement à l'esprit, mais bon, on va pas forcément continuer à parler tout le temps des pleureuses télévisuelles. Donc, je n'attribue pas de casque de plomb. J'aurais pu parler un petit peu de l'équipe d'Allemagne qui connaît aujourd'hui les soucis d'équipe de Suisse il y a quelques années. Donc, finalement, si les Allemands aujourd'hui retiennent les leçons helvétiques, eh bien, on les retrouvera bientôt au premier plan d'ici 4-5 ans. Il y a des leçons à retenir aussi. D'ailleurs, c'est ce que disait Tony Söderholm, qui était interviewé à la télévision allemande voici 2 jours, je crois, et qui a quand même été pas mal marqué par son passage dans la capitale. Donc pour moi, de mon côté, pas vraiment de casque de plomb. On vous laisse faire part de votre choix, Laurent. Ouais, alors moi, de nouveau à Swiss Ice Hockey pour la gestion de la Swiss League et du cas à Rosa. J'ai lu une interview du directeur général Adrian Fetcherin qui s'explique un petit peu sur ce qui s'est passé. Donc lui, il dit toute la procédure de Swiss Ice Hockey était douteuse et indigne. Donc ça commence fort l'interview. La fédération ne s'est pas manifestée une seule fois pendant tous ces mois. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune lettre de la SIHF dans laquelle la fédération clarifiait officiellement la situation. Nous disposons uniquement d'un message vocal du directeur de Ligue et de la Coupe Suisse qui nous a fait savoir il y a quelques jours que les Ticino Rockets souhaitaient évoluer en Swiss League la saison prochaine et qu'ils cherchaient actuellement des solutions pour donc, y parvenir. Il a dépassé, mais on leur laisse encore un délai non défini, quoi. C'est ça. Et il finit, pour conclure avec cette dernière phrase de Fetcherin, le fait que la personne responsable de cette thématique au sein de la fédération vient du Tessin, est proche du HC Ambri-Piotta, et pour rappel, Langnau et Ambri sont actionnaires des Ticino Rockets. Donc, un article assez savoureux. Ouais. Bon, la dernière remarque, c'est une question d'interprétation, mais enfin, c'est un constat. C'est pas une accusation de notre part, mais c'est un constat, encore une fois. Okay. Exactement. Et puis on sait que Fetcherin peut être un peu agressif, mais là, il y a été sec. Ouais. Merci, Laurent Perroton. Question Ponty. Oui, alors moi, je vais faire un petit peu le rabat-joie sur mon casque de plomb sur la Suisse. C'est audio Malguin Fiala. Moi, il y a un truc qui me dérange profondément, c'est qu'ils jouent trop comme des gars de NHL et ils se mettent pas dans le moule et ça me dérange. Sur le powerplay hier, ils l'ont ralenti beaucoup parce qu'ils sont incapables de jouer simple, rapide, comme ils savent le faire quand ils doivent le faire en NHL. Alors, évidemment que j'espère qu'ils vont s'adapter, mais voilà, j'ai l'impression que Fiala, il a essayé de mettre 10 fois le même goal. Le gardien a compris, il vise les lucarnes, il a des grands gardiens, ok. C'est un gars incroyable qui a un talent fou, mais je trouve que ce qui me dérange, c'est qu'il essaye d'en faire trop. Et en fait, c'est un gars d'expérience. Il sait très bien. Niederreiter joue pas comme ça. Et puis Fiala, même chose. Il peut pas s'empêcher de dribbler 10 fois avant de faire une passe. Malguin, pardon. Excuse-moi, Malguin. Il peut pas s'empêcher de dribbler 10 fois avant de faire une passe. Et le problème, c'est que ça a servi le box-play hier soir des Slovaques. Et je pense que ces gars-là, on peut en attendre mieux. Et là, je trouve que
personnellement, je le ressens comme ça. Ils doivent mettre leur ego un peu de côté puis aller dans le moule de l'équipe. Ça me dérange. Et puis, c'était déjà le cas au premier match. Et, alors, OK, on peut dire plein de choses, mais par exemple, on n'a pas eu ce cas de figure hier avec Nico Hischier. Pas du tout. La même chose avec Niederreiter. Et c'est pas le hasard, c'est déjà un peu les mêmes gars. Et moi, ça m'embête. Ça m'embête. Vous savez, je tire un parallèle, mais Malguin, hier, j'avais l'impression de voir Neymar au foot. Avant de faire une passe, il faut qu'il dribble 3 gars, machin. C'est trop compliqué. Et ça peut poser des problèmes. Et j'ai envie de dire, les équipes de NHL qui se sont plantées avec des grosses stars, ils ont joué souvent un peu comme ça. Voilà. J'espère juste que ça va changer. Et voilà. Laurent. Alors moi, pour répondre à Christian, moi je suis pas totalement d'accord avec lui sur une chose, c'est sur le power play. Pour moi, sur le power à 5 contre 5, ça annule en fait. Malguin et Fiala, le fait de porter trop le puck, ils font 3 fois le tour de la patinoire, etc. Il y a juste Hischier qui joue juste, mais là, il s'annule. Mais pour moi, le problème en power play, c'est Koukan. C'est Koukan qui est pas capable à l'heure actuelle de donner des fausses informations et de créer des décalages pour ces deux joueurs avec des shoots. Ils ont des shoots magistraux. Et c'est là-dessus où des fois Malguin et Fiala en powerplay, j'ai beaucoup observé, j'ai regardé les séquences plusieurs fois. Il garde des fois le puck parce que Koukan, il attire pas le premier joueur de boxe en faisant des feintes de shoot ou des moves. Et là-dessus, à mon avis, il y a quelque chose à changer. Alors, est-ce qu'on monte Yanis Moser ou est-ce qu'on donne la chance à Gloser? Est-ce qu'on donne la chance à Gloser parce que Gloser, c'est le meilleur plus-minus du championnat du monde, hein. On n'en parle pas encore assez, mais moi, comme je vous ai dit, si vous lui donnez de la confiance et avec des principes, il peut être très, très bon. Et après, on reviendra sur l'équipe de Suisse et notamment à 5 contre 5, où là, les trois ensemble, pour moi, pour l'instant, ça joue pas. Non, moi, je les séparais. Mais après, je suis d'accord sur un truc, c'était dans les solutions que je voulais apporter, c'est que, premièrement, je pense qu'il faut qu'il y ait Yanis Moser qui joue sur Pipi en pointe. Et puis l'autre chose, mais il faut qu'Yanis Moser il joue un bon jeu parce qu'en ce moment, pour l'instant, il n'est pas dedans. Alors, il faut le vrai Yanis Moser, le blue liner qui est capable de faire son jeu. Alors après, c'est peut-être une question de monter en température, mais voilà, moi, ce qui me dérange, c'est ce côté qu'ils veulent en faire trop. Et puis ça s'est vu souvent hier soir. Et puis, je pense qu'au bout d'un moment, les Tchèques, les Slovaques, pardon, ils ont compris le truc. Et puis, ils n'ont pas su s'adapter. Ça m'a un peu. Est-ce que Malguin et Fiala ne sont pas finalement un peu les victimes involontaires du fait qu'ils se retrouvent sur des glaces plus grandes maintenant? Finalement, non, ça, j'y crois pas. On peut quand même tomber un petit peu plus dans une certaine facilité. On a un peu plus d'espace, donc on a envie d'en faire un peu plus. Non, mais par exemple, Malguin, Fiala, il attaque tout le temps net. Il est limite personnel, hein. Franchement, à un moment donné, moi, je me suis dit, les deux gars, parce que bon, il n'y aura jamais de problème avec Nico Hischier, on sait qu'il joue pour l'équipe. Mais Malguin, et c'est pour ça que je pense que dans le fond, je suis pas sûr qu'il faudrait pas les splitter, les séparer, parce que voilà, il a tellement envie. Ça s'est vu même sur le penalty. Pourquoi automatiquement on donne le penalty à Fiala? Moi hier, honnêtement, vu la forme du moment et tout, moi je l'aurais donné à Gaëtan Haas le penalty hier soir. C'est un bon tireur de penalty. Même en NHL, il tirait des fois des penalties. Mais je trouve que c'est pas bien de tout donner tout de suite au gars. Parce qu'il arrive, il vient de NHL. Oui, il a fait une saison incroyable, mais mets-toi dedans. Je pense qu'Hischier ne l'aurait pas tiré ce penalty. C'est pour dire. Moi, on a depuis le début, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reste persuadé que l'équipe de Suisse peut être championne du monde. Maintenant, elle peut être championne du monde à une seule condition. La seule condition, c'est que on coach vraiment. Je dis souvent coacher comme un porc, hein, mais ça veut dire coacher comme un porc. Ça veut dire faire jouer les joueurs en forme du moment et pas les noms, pas les numéros qu'il y a sur la glace et pas les noms. Et si Fischer, il arrive dans les moments décisifs à coacher en décidant ceux qui sont les plus en forme du moment et non les noms, ils ont une vraie chance d'être champion du monde parce qu'en ce moment, c'est pas les joueurs NHL qui portent l'équipe. Exact. Et l'autre chose, c'est que si d'un coup il fait des vrais choix forts, les joueurs NHL ils vont monter leur niveau de jeu et se mettre au service de l'équipe, et c'est comme ça qu'ils vont être champions du monde. Ouais. Voilà mon avis. J'ajoute que pour l'instant, Niederreiter livre la marchandise dans les gars de NHL. Il est bon. Et effectivement, moi je trouve qu'il y a un truc que j'ai bien aimé par contre dans le coaching hier soir, c'est qu'il a beaucoup mis le 4e bloc à la fin. J'ai trouvé ça très intelligent. Et j'avoue, je suis toujours bluffé par Tanner, qui n'a pas un patinage incroyable, mais qui en est de nouveau hyper bien sorti hier soir. Alors on parle souvent de son patinage, il n'a pas un patinage incroyable, mais je peux te dire que je ne l'ai jamais vu patiner aussi vite, hein. Hier, je l'ai vu faire des replis défensifs. Je l'ai vu faire des replis défensifs et tu vois qu'il a passé le step du niveau international. Et c'est vrai que Tanner Richard, il a une grande force, c'est qu'il est
très fort dans sa tête et il est sûr de lui, il est sûr d'être le meilleur. Et sur la glace, il s'est adapté au niveau international. Et franchement, que Herzog, Richard et Bercy soient sur la glace tout le temps, moi, c'est aucun problème parce qu'il joue extrêmement bien. Et tu peux rajouter Miranda qui était excellent hier soir. Ouais, Miranda, Simon, c'est aussi une grosse ligne. Pour moi, c'est Ouais. des lignes qui jouent ensemble. Pour Ouais, l'instant, c'est ça. on a les deux trios qui performent pour l'instant avec la ligne des Grisons. Bon, là, on s'écarte un petit peu du casque de plomb. On va revenir évidemment sur l'analyse de l'équipe de Suisse d'ici quelques minutes. On va enchaîner avec la prochaine rubrique. Si vous êtes, on y va avec puisqu'on a beaucoup parlé déjà de l'équipe de Suisse, on y va peut-être avec les réponses à certaines questions qu'on a reçues. Est-ce que vous en avez de votre côté ou bien je vous fais part de celles? Non, vous n'en avez pas. Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a même de la NHL cette fois-ci. Bon, une question qui nous vient de Nicolas de la Vue des Alpes. C'est plus une remarque encore une fois et c'est vrai qu'on en a pas mal parlé la dernière fois et ça a enclenché quelques réactions chez nos auditeurs. Ajoie traîne pour trouver son entraîneur. Comment ça s'explique? Bah, ça s'explique que Vauclair il trouve pas le bon. Je sais pas. C'est vrai que ce serait le moment. Hein. Ça serait le moment et puis c'est important lorsque vous discutez avec des joueurs. Des fois, le choix du coach peut faire venir des joueurs ou ne pas faire venir des joueurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on n'a toujours pas eu la réponse, mais est-ce qu'il est vrai que en cas de maintien en National League du HC Ajoie, Gary Sheehan avait une prolongation d'une année? Ça a toujours été botté un petit peu en touche, mais les échos que j'ai, c'est que c'est vraiment réel. Donc, du coup, tu n'as plus Pézane à payer, mais tu as quand même Gary Sheehan. Donc, le budget alloué au coaching staff est diminué quand même. Donc, trouver un staff avec un budget pas conséquent pour pouvoir avoir un maintien en National League avec les 2 saisons qui viennent de vivre et avec le contingent actuel, faire venir un grand nom ou un coach qui va être capable de fédérer ses joueurs, ça doit pas être très simple et c'est pour ça que ça tarde à mon avis. Bon, ben, on attend en tout cas que ça bouge un petit peu. Le dernier mouvement, en fait, c'est l'annonce de la reconduction du contrat de Gauthier. On va partir sur. Alors là, je vais vous lire la question complète parce que souvent on nous pose en 2 phrases, 1 phrase et demie la question. Là, c'est une certaine Milena de La Chaux-de-Fonds. Enfin, visiblement, on a pas mal voyagé, mais Milena de La Chaux-de-Fonds qui nous a écrit une jolie petite bafouille. Je vais vous la lire en entier et vous comprendrez. Bonjour, j'ai écouté hier votre dernier podcast et vous parliez d'Ajoie sur la question de l'engagement de joueurs scandinaves. Après des années qu'on recrute quasiment qu'au Canada, cette question est la même à Sierre. Selon moi et quelques discussions avec les supporters du HC Sierre qui attendent en ce moment les annonces de joueurs pour la prochaine saison et pour certains, après la déception des étrangers cette dernière saison, les supporters ne seraient pas contre l'arrivée de joueurs scandinaves. Je suis sierroise d'origine, vivant à La Chaux-de-Fonds, et je peux totalement confirmer que ces joueurs scandinaves sont un énorme plus dans les équipes de nos championnats aujourd'hui, malgré la langue. Car apparemment, la langue serait une barrière pour les engager, car ils ne s'intégreraient pas assez à la ville, etc., etc. On n'est pas là pour faire du social. Qu'en pensez-vous de ça à Sierre également, d'autant plus avec le potentiel futur du club avec Chris Maxorley. Voilà la remarque donc de Michela. Ça apporte certains commentaires, j'imagine. Je vous vois rigoler. Bon. Moi, je suis pas objectif. Donc, vous savez ce que je pense du hockey nordique. Moi, je suis un amoureux du hockey suédois et finlandais, le mixte, même du hockey norvégien chez les jeunes. Donc évidemment que moi dans les équipes où j'ai été où j'ai eu des étrangers, j'ai eu que des Nordiques, hein, donc ou des gars de l'Est. Donc il est clair que aussi la nationalité du coach peut influencer aussi les étrangers. On sait que Yves Sarro est canadien. Peut-être que lui, il a son réseau au Canada et qu'il préfère avoir des Canadiens dans ses équipes. Mais en rapport qualité-prix par rapport à la formation et surtout à notre hockey, ce qui est important, c'est de savoir quel profil de joueur que tu veux, mais quel est le hockey suisse. Et le hockey suisse se rapproche un peu du hockey nordique. Quand vous voyez jouer l'équipe nationale, il y a des similitudes. Et donc, c'est pour ça qu'il s'adapte très, très bien. Et la barrière de la langue, c'est une fausse excuse parce que dans tous les vestiaires de Swiss League ou National League, on parle en anglais. Donc, il n'y a aucun problème. Et les Nordiques parlent tous en anglais. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais il est vrai que
il a des grosses satisfactions ces dernières années. Et je pense que le fait que les Nordiques arrivent à s'adapter dans le championnat suisse, c'est le fait que ce championnat est ouvert. C'est un jeu pas très physique, qui est léché, où il y a beaucoup de patinage, beaucoup de techniques individuelles, ce qui fait que ça leur correspond complètement. Et ils ont beaucoup de liberté aussi offensive parce qu'il y a moins de rigueur que dans le championnat finlandais ou dans le championnat suédois sur le jeu défensif. Donc, ils peuvent s'exprimer pleinement offensivement. Donc, c'est pour ça qu'ils cartonnent. Et moi, je reste persuadé que c'est des nations qui sont faites pour le championnat suisse. Christian? Ouais, alors bon, déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que alors que dire que les Nordiques, c'est un problème d'adaptation, demander à l'Allemagne, il n'y a aucun souci. Franchement, je pense que c'est vraiment pas un problème. Et c'est d'abord, surtout que ça fait partie de la mondialisation. Finalement, le problème qu'on rencontre ici en Suisse, c'est le même qu'en NHL. Regardez le nombre de Nordiques qu'il y a en NHL maintenant, et ils s'adaptent très bien. En fait, justement, les Nordiques s'adaptent à peu près à tout. Et d'ailleurs, on a souvent un peu entendu, oui, quand on a des Canadiens, parce que oui, ils doivent s'adapter, les patinoires ici et ça. Mais j'entends jamais ça avec les Nordiques. Même ceux qui viennent de NHL, on n'entend pas parler. Moi, je pense qu'ils ont une énorme capacité d'adaptation. C'est des gens qu'en plus qui apprécient d'être en Suisse. Et puis, ce qui était très sexy pour nous, spécialement en Romandie pendant des années, c'est que les Québécois, ils parlaient le français comme nous, parce qu'on parle souvent des Québécois. Et c'est vrai que les années Lucier à Fribourg ou à Gosselin, c'était génial. Mais c'est un autre quai d'un autre temps. Et en fait, on est clairement dans la mondialisation. Et maintenant, tu prends ce qu'il y a de mieux. Et c'est pour ça aussi que, je veux dire, comme l'a très bien dit Laurent, pourquoi il y a autant de Canadiens québécois à Ajoie? D'abord parce qu'il y avait un entraîneur. Et puis, il faut aussi dire une chose, c'est que il faut pas oublier que Gary, il avait un flair incroyable pour aller chercher des joueurs canadiens qui coûtaient pas trop cher, qui étaient souvent dans la ligue justement québécoise professionnelle. Et il a fait d'excellents deals. Et c'est vrai que ça matchait. Sauf que là, on est au step en dessus. Et puis que ce type de profil de joueurs canadiens, en guillemets, pas trop cher, on les trouve plus parce que maintenant, voilà, on est dans un step en dessus. Et puis c'est clair qu'on se rend compte que finalement, ceux qui s'adaptent le mieux au jeu suisse, c'est les Scandinaves. Mais par contre, on peut tirer un parallèle avec l'Allemagne. L'Allemagne, il y a encore plein de Canadiens. C'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, le jeu en Allemagne est totalement différent. Il est beaucoup plus physique. C'est un jeu nord-américain. Donc, voilà, on est dans une tendance scandinave, mais elle est aussi liée au fait que, en plus, avec la KHL, on a certains moyens en Suisse qui nous permettent d'attirer. Et puis, regardez le spectacle qu'on a. Demandez à Genève. Je veux dire, c'est le meilleur exemple. Ouais. Ça énerve un petit peu les Canadiens quand même. Et là, allez, c'est un petit tacle, mais très amical à notre ami Patrice Lefebvre, qui après avoir écouté notre dernière émission, trouvait à la fois me disait, enfin m'écrivait, il faut arrêter de critiquer les Canadiens. C'est vrai que les Canadiens commencent à se rendre compte qu'ils avaient un certain monopole et qu'ils sont en train tout doucement, leur réputation est en train de s'effriter gentiment, quoi. Allez, Patrice Lefebvre, qu'on salue évidemment parce qu'il nous écoute aujourd'hui et qu'on se fera un plaisir de retrouver très bientôt dans ce premier bloc. Non, mais ce qu'il y a, c'est que les Canadiens sont toujours incroyables. Et c'est juste qu'ils sont plus tout seuls. Il y a peut-être un peu plus de folie parfois dans le jeu des Canadiens, ou je sais pas, enfin, il y a un ingrédient, parfois un peu plus de grinta, on dira. Côté rock'n'roll, ouais. Il y aura plus de grinta qu'un Nordique qui est quand même beaucoup plus froid par définition. Je sais pas, c'est peut-être ça encore qui plaît dans le hockey nord-américain. Je continue, j'ai encore deux questions. Elodie Demorge a lu sur Planète Hockey que le Lausanne Hockey Club ne disputerait pas les tournois d'avant-saison. Elle se dit finalement c'est peut-être pas si mal, comme ça on ne joue pas contre les autres adversaires de la Ligue. Alors, moi je suis assez d'accord avec ça. Moi, en préparation, en général, je jouais jamais contre des équipes de ma ligue ou des équipes étrangères ou des équipes d'autres divisions pour pouvoir préparer ma saison et justement qu'on me voit pas, qu'on m'étudie pas et surtout pour pouvoir avoir de la fraîcheur lorsqu'on rencontre ces équipes parce que si tu les joues déjà 3-4 fois en préparation et que tu les rejoues encore 4 fois en championnat, ça commence à faire beaucoup. Plus si tu les tires en play-off, ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc je comprends sa question. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'un tournoi comme les Hockeyades, qui est pas Lausanne Hockey Club, qui est vraiment l'équipe emblématique du canton. Donc, ils ont toujours été au Hockeyades et ça, je sais pas ce qui s'est passé entre les deux parties, mais ça, par contre, c'est un souci, ouais.
Ouais, moi, personnellement, le fait que Lausanne n'ait pas hockey, ça me chagrine un peu. C'était un rendez-vous. Les supporters de Lausanne étaient toujours contents d'aller manger une saucisse, de regarder la nouvelle équipe de Lausanne et de parler. Et puis, il y a quand même une chose qu'il faut pas oublier non plus, c'est que les matchs de préparation, tout le monde sait que les joueurs, c'est pas leur tasse de thé, c'est long, on n'attend qu'une seule chose, c'est que le championnat commence. Puis, il y a quand même un avantage, c'est que c'était à une demi-heure de voiture. Parce que faire du car pour faire de la prépa, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui aiment ça. C'était quand même assez confortable. Il y avait les hockeyades et puis il y avait Festi Hockey et puis si tu peux éviter déjà à cette période-là de beaucoup avoir fait des voyages, la préparation, ça saoule beaucoup de jeunes, enfin beaucoup de gens. Je vous rappelle quand même qu'au Kayad de la saison passée, Grenoble est venu jouer, il faisait les allers-retours le jour même, il ne restait pas dans la région. Hein. Donc, ouais, mais alors, bienvenue dans le hockey français. Hein. Il y a un certain moment. Non, mais Grenoble, c'est comme s'ils allaient jouer à Morges, là. C'est pas loin. C'est ça. La vallée du Grenoble. Non, c'est pas du tout c'est pas du tout la même culture. Donc, mais c'est vrai que pour déplacer les gens, et notamment les gens du canton de Vaud au Kayat, c'était un vrai rendez-vous pour le Lausanne Hockey Club. Ça, c'est un petit peu embêtant. Après, qu'ils jouent pas contre les équipes du championnat, moi, personnellement, en tant que coach, je trouve que c'est une bonne chose. Ok, on passe à la dernière question. Là, il s'agit de NHL, mais vous pourrez y répondre, messieurs, que si vous avez visionné l'image, parce que c'est une question qui est arrivée ce matin, juste après que l'on ait diffusé ces images sur planethockey.com. C'est à l'occasion de la première rencontre de finale de conférence entre Carolina et Florida, et c'est ce fameux but qui a été annulé. Est-ce que vous avez vu l'action, messieurs? Oui, alors moi je l'ai vu. C'était exactement ce que j'ai dit pour les championnats du monde, c'est-à-dire pas l'annulation de ce but, personnellement. Mais... en fait, non, mais parce que c'est le règlement. Il touche le patin, stop, ça s'arrête là. Adrien qui demande votre avis parce que lui aussi il semble qu'il n'y a pas de quoi annuler quoi que ce soit. Quoi. Après, il y a eu puisque Florida a quand même gagné, mais voilà. Mais le problème, on peut avoir la même question toutes les semaines. C'est qu'on ne donne plus la possibilité à l'arbitre d'interpréter. Exact. Donc, il y a un règlement, c'est figé, c'est comme ça, et du coup, il se protège avec ça. Ça va contre le hockey et contre quand même, je vous rappelle que c'est un sport de contact. Mais ma foi, c'est comme ça, c'est pour éviter les interprétations humaines. Et du coup, les arbitres, ils se réfugient derrière ça. Et des fois, ça dénature complètement. Vous vous rappelez le nombre de fois où on s'est énervé là-dessus cette saison sur des goals annulés en National League? C'est exactement la même chose. Ouais, c'est ce que je disais, c'est en dépit du bon sens, mais dans le sens du règlement, quoi. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu l'image, mais je vous invite à aller voir sur le site. C'est donc une obstruction sur le gardien au moment du tir d'un deuxième joueur de l'équipe attaquante de Florida. Et c'est vrai qu'il y a un premier contact. D'abord, ce joueur, il est poussé dans la zone du gardien. Il y a un contact avec le gardien, un deuxième contact avec le patin du gardien, et on estime que c'est une obstruction, mais je ne vois pas comment il aurait pu éviter le contact dans ces circonstances, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a une question d'interprétation, mais qui même me paraît erronée, même venant de la Situation Room qui se trouve à Toronto. Enfin, voilà. Mais c'est exactement le même cas de figure que le goal d'Ambul, hein. Il a juste touché le patin avec la jambière, mais il n'y a pas d'obstruction, il le touche. Mais le règlement dit que… Mais ils estiment qu'à partir du moment où on vous touche, ça modifie votre position de base et votre technique individuelle en tant que gardien. Et du coup, ça modifie votre jugement et votre perception du puck et votre déplacement. Et du coup, c'est pour ça qu'ils annulent le goal. Donc, mais là où l'interprétation elle est folle, c'est que même quand c'est un défenseur qui pousse, là en l'occurrence c'était un peu limite, on n'interprète pas. On applique le règlement. Donc, c'est pour ça que pour moi, cette règle, elle va au-delà du bon sens et surtout dans la formation des jeunes, on insiste, on fait beaucoup de travail sur les zones réduites pour travailler l'efficacité offensive, essayer d'améliorer ça devant le but. Et si on les empêche un peu d'aller un peu se frotter au gardien dans la peinture, on va pas marquer beaucoup de goals dans le futur. Donc, c'est un vrai problème pour moi. Ce qu'il y a d'incroyable, si on réfléchit bien, c'est que finalement, tout ça, c'est parce que ça se passe dans la peinture. Imaginez que le gardien, pour X ou Y raison, soit sorti 2 mètres devant son goal, tu lui touches le patin, tu peux le bousculer, il n'y aura rien. Mais tu es dans la zone du gardien où tu ne peux pas le toucher parce que le fait que tu le touches, c'est considéré comme une obstruction. Et peu importe, tu ne dois pas le toucher. Enfin bref, toujours est-il que justice il y a eu, puisque pour finir,
même Florida qui l'a emporté. Puisqu'on est 3-2, ouais, 3-2 en noté, ouais. Ouais, alors, attendez, en noté, le match s'est terminé à 1h54 du matin. Parce qu'en fait, ils ont joué 2 matchs plus un petit peu de rab. 2 matchs complets plus 59 minutes et 47 secondes exactement. C'est le 6e match, je crois, le plus long de l'histoire de la NHL, le plus long de l'histoire en prolongation. Et vous imaginez quand même 1h54 du matin et le public était encore là d'ailleurs et c'était de la folie. C'était un grand match. Mais alors, moi j'ai parlé de ça avec mon frère parce que lui, il est de l'autre côté, donc il a regardé le match en direct. Donc même pour eux, c'était tard. Hein. Et en fait, il y avait des enfants qui dormaient sur leurs parents. Ils sont restés voir le match. C'était juste incroyable. Mais par contre, ce que je voulais juste revenir, vous avez vu qui c'est qui les fait gagner? Tachou. Qui est un des joueurs majeurs en ce moment, clairement. Non, mais il est exceptionnel. Ouais, c'est le vrai joueur de play-off, mais vraiment par excellence. Vous avez vu ce qui se passe quand il marque son goal? Bah, il est content. Non, oui, bien sûr. Non. Il part pas célébrer. C'est vrai. Il part directement vers la sortie. Il dit on rentre, on va dormir. Il dit non les gars, on célèbre pas, on se barre, on va tout de suite rentrer, c'est 2h du mat. Le gars, il est en mission. Il rentre au vestiaire, il a attendu à l'entrée des vestiaires que chaque joueur sorte de la glace et chaque joueur lui a fait un take five. Ouais, c'est ça. C'est juste pour dire, le gars, ils n'arrivaient même pas à le choper pour aller le congratuler. Il allait directement en bras, puis il faisait signe avec la main, on sort les gars, on va dormir. C'était exceptionnel. Ouais. Bon, voilà, ça c'était pour les questions de ce vendredi. Il nous reste une vingtaine de minutes d'émission. On va encore reparler, bien entendu, de la trajectoire de cette équipe de Suisse du côté de Rigal. On va vous laisser la baguette cette fois-ci. Laurent Perroton, à vous de nous faire part de l'analyse. On va parler un petit peu de statistiques, mais donc sur l'efficacité, sur le nombre de shoots cadrés et le nombre de réussites, l'équipe de Suisse est 2e sur 16 au niveau du championnat du monde avec 14,18. C'est très très bon pour le niveau international. 5e en powerplay avec 33 avec un match hier soir un peu plus compliqué. 5e en box-play avec 87,50, mais ça fait 100. Si on cumule les deux, ça fait 120,88, donc c'est excellent pour n'importe gros championnat ou au niveau international. 2e meilleure défense, c'est-à-dire que ils ont laissé 57 shoots aux adversaires. Ça veut dire qu'ils ont une moyenne de 14,25 shoots par match donnés à l'adversaire. C'est très très peu. Pour exemple, la 2e équipe du championnat du monde, c'est la Suède avec 74 shoots. Nous, on est à 57 shoots. Donc, ça veut dire que le niveau défensif et d'implication sur les replis défensifs et le peu de chances qu'on donne à l'adversaire de shooter est exceptionnel parce que l'équipe de Suède, en général, est toujours première à ce niveau-là. Et là, ils ont pratiquement 20 shoots de moins. Après, à titre individuel, au niveau des scoreurs, on a 8e du championnat du monde qui est Malgin avec 5 points. As avec 5 points aussi qui est 12e avec Miranda, Dzeko, et Niederreiter qui arrive à 4 buts, 17e, et Simeone 1 but, 3 passes, 21e. Ce qui est important aussi sur les face-off, il y a un classement qui est fait durant le championnat du monde. Tanner Richard est 4e avec 64,10, Malgin 11e avec 60,61, donc c'est des très bonnes statistiques. Et au niveau du plus-minus, au niveau du championnat du monde, le meilleur plus-minus du championnat du monde, c'est Andrea Gloser avec plus 7, 5e Tanner Richard plus 6, 11e Yanis Moser plus 5 et 12e Berchi plus 5. Et on arrive avec Lofel 20e, Miranda 20e avec plus 4. Ensuite, pas étonnant parce qu'on a quand même affronté 3 équipes un peu plus faibles. Exactement. Mais maintenant, on vient sur la moyenne des temps de jeu. Donc pour l'instant, 14e championnat du monde, c'est Koukan avec 21 minutes. Et on arrive avec 18e Ischier qui a joué 20-23. Maintenant, je voulais revenir à titre individuel sur l'équipe de Suisse. Est-ce que vous savez, dans l'équipe de Suisse, aujourd'hui, sur les 22 joueurs alignés hier soir, donc en comptant Van Pottelberg, combien il y a de joueurs qui ont été estampillés NHL ou AHL? Presque la totalité, en fait. 16 joueurs. 16 joueurs. Donc, Mayer a joué en AHL. Il a été dans une franchise NHL. Il s'est entraîné, mais il n'a jamais eu l'occasion de jouer. Siegenthaler, Koukan, Fiala, Ischier, Malgin, les 5 NHL, premier bloc.
Deuxième bloc, Moser, NHL, Niederreiter, NHL, Ambul a joué en AHL. Gloser et Corvi ont joué que dans le championnat suisse. Troisième bloc, Marty a joué en AHL. Loeffel a joué que dans le championnat suisse avec Miranda et Simeone. Et Haas a joué en NHL. Et le quatrième bloc, Geiser a joué en AHL. Fora a joué en AHL. Herzog a joué en AHL. Richard et Berti ont joué en NHL et en AHL. Ça, c'est notre quatrième bloc. C'est impressionnant. Et tu peux rajouter Tim Bernie qui est remplaçant. Et remplaçant qui est aussi NHL. Juste pour vous dire que quand même, quand on dit oui, on a une belle équipe, ça veut dire qu'il y a 16 joueurs qui ont joué dans les championnats majeurs ou qui sont entraînés dans le championnat majeur au niveau mondial. Donc, ça veut dire que quand même, quand vous regardez le quatrième bloc, il y a quand même 3 joueurs qui ont joué en AHL et 2 joueurs qui ont joué en NHL. Ça, c'est notre quatrième bloc. Donc, ça amène quand même beaucoup de choses. Ensuite, je veux revenir sur le 3-2, le goal vainqueur, en quelque sorte, de Marty. On dit shoot au net. Hein. Il shoot 1 mètre à côté du net, puis ça touche le gant du défenseur et ça revient dans la cage. Donc, comme quoi, certains joueurs, des fois, ont moins de technique, mais amènent vraiment des choses simples. Et Marty, je trouve qu'il fait son job avec Loeffel. Maintenant, je veux revenir sur le premier bloc. Alors, Fiala, Ischier, Malguin, Ischier, c'est pas le problème. Fiala et Malguin, je vous rejoins, Philippe, sur une chose, c'est que comme ils ont encore plus de place, ils sont tellement forts techniquement et en patinage, comme ils ont encore plus de place, ils exagèrent. Maintenant, si ces 3 joueurs-là, ils arrivent à bouger le puck aussi vite que leurs pieds, collectivement, en bougeant, ils vont être terribles. Par contre, s'ils n'arrivent pas, ils vont être stériles. Ils vont commencer à se faire frapper, peut-être à se blesser parce qu'ils vont se fatiguer, parce que 1 dribble, 2 dribbles, 3 dribbles, il y en a qui, et hier, les Slovaques, franchement, ils étaient très, très limites au niveau de l'attitude, très, très limite, notamment le 22, quand il marque, il vient au-dessus de Tanner Richard. 10 ans auparavant ou 20 ans auparavant, ce gars-là, il avait fini son championnat du monde, je peux vous dire. Hein. Donc, ils sont restés quand même lucides là-dessus et ils sont énervés au deuxième tiers. Au troisième tiers, je pense qu'il y a eu des mots du coaching staff, ça s'est calmé. Mais ce premier bloc-là, je demande à voir. Donc là, on va jouer contre 2 grosses nations, le Canada et la République tchèque. C'est là qu'on va voir. Est-ce qu'on peut les laisser ensemble ou pas? Après ces 2 matchs-là, si ça marche pas, il faudra trouver des alternatives parce qu'il faut qu'il y ait un premier bloc qui fasse la différence. Mais le problème de tout ça, là où je veux en venir, c'est que les 3 autres trios d'attaque, c'est très très bien. Ils ont trouvé les profils, chacun fait son job, ils sont dangereux, ils jouent bien défensivement. Donc c'est pour ça que j'espère que ce premier bloc et que Fischer, il tape le poing sur la table et qu'il leur dise maintenant, vous faites la même chose, mais collectivement, en bougeant le puck. Tu donnes, tu patines, tu donnes, tu patines. Et résoudre le problème à la pointe pour trouver une vraie solution. Ou Koukan, il se réveille, il faut trouver une vraie solution pour le powerplay, pour le shoot de Malguin et de Fiala. Et là, on aura vraiment une réelle chance d'être champion du monde. Ouais. Alors moi, je suis d'accord sur un truc, mais moi, je pense que c'est pas que de la faute à Koukan si les deux, ils donnent pas leur puck. Bien sûr que si la circulation, elle passe au milieu et puis que c'est OK. Mais après, moi, ce que je voulais dire aussi pour revenir sur ce que Laurent a dit par rapport aux Slovaques, je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné le slash derrière le mollet de Nino Niederreiter. Effectivement, ce que je veux simplement dire, c'est là que tu te rends compte que Niederreiter, c'est vraiment la bonne personne pour être capitaine. Parce que il a gueulé, mais franchement, c'est pas un gars qui gueule souvent, hein, c'est pas son genre. Mais il se prend un slashing derrière le mollet, devant le goal, devant les arbitres. Il fait un vol plané, il aurait pu se blesser. C'était limite mauvais, c'était hargneux. Hein, c'était pas Donc, il fallait quand même garder son sang-froid. Et puis, je pense que ce genre de nation, c'est un vrai challenge d'affronter la Suisse parce qu'ils voient bien qu'il y a des stars. Donc, ils savent très bien ce qu'il faut faire pour les chatouiller. Et je veux dire par là que la gestion aussi, en termes d'ego, par rapport au fait qu'ils vont se faire frapper, elle va être très importante. Et là, je parle plutôt de Fiala. Je vous interromps juste une seconde, Christian. Il y a un autre cas de figure qui s'est présenté pendant ce match, justement avec Nino Niederreiter, où c'est là que l'on voit que les Suisses, ils veulent montrer maintenant qu'ils sont les patrons. C'est qu'il y a le petit jeune, là, c'était Nemec, si je me souviens bien. Le 5. Il se provoque un tout petit peu et sur l'action suivante, Niederreiter, il va écraser Nemec qui n'aura plus envie de le croiser pendant un petit moment. Il a fait son job. Il a fait son job, Niederreiter. C'est un signe, hein, n'est-ce pas, Laurent?
Bah, c'est un signe, mais surtout, c'est ce que je vous ai dit avant le championnat du monde, c'est que j'ai entendu beaucoup, il y a 10 millions de sélectionneurs en Suisse, hein, mais on a tous nos avis. Mais n'empêche que cette équipe, elle est taillée pour être championne du monde. Et ce qu'on reprochait aux Suisses avant, c'est de ne pas être physique. Si vous prenez chaque ligne, Herzog sur le quatrième bloc, il est capable de faire le boulot. Miranda, Simeone, ils sont capables de faire le boulot. As, il peut quand même mettre des checks. Niederreiter, il peut finir les checks. Ambul, il peut finir les checks. Donc, on a quand même des joueurs. Et vous avez vu Ischier? Moi, je veux venir sur Ischier. Est-ce que vous avez vu Ischier comme il a progressé physiquement? Dans la protection de puck et sur des contre-checks, comment il se débarrasse des gars. Moi, dans les petits espaces. Dans les petits espaces, j'ai été impressionné par la progression au niveau physique de Nico Hischier sur le fait que quand il y a un puck qui est indécis, comment il arrive sur un contre-check, un coup d'épaule, à se libérer du marquage, à se démarquer, à récupérer le puck. Et là-dessus, le fait de jouer à NHL, des joueurs de forcément pas gros gabarit, mais Fiala, il est solide sur ses jambes aussi. Ah non, c'est un taureau, c'est un taureau. Ça veut dire que là, on a vraiment une équipe. Si ça frappe, par exemple contre les Nord-Américains, on va pouvoir répondre physiquement. Simplement, on est meilleur techniquement dans la jouerie et si on joue ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai les grands espoirs. Ouais, puis tu peux rajouter dans le jeu physique quand même l'un Tanner, hein, parce que notamment en boxe et lui aussi. Alors, je trouve que il est agressif sur le box play, il est très dur à jouer. Et alors, autant il n'a pas une grosse pointe de vitesse, mais alors il est hyper rapide sur ses pieds en box play. Avec sa canne, il balaye. Il est vraiment, c'est un poison, c'est vraiment compliqué. Puis bon, en fait, ce qu'il y a de bien aussi, c'est comme on disait, c'est que Tanner, il joue son jeu comme dans le championnat suisse, il s'en fout d'être aux mondiaux. Il a zéro complexe. Et je pense que son trash talk, il marche aussi. Hein. Je n'ai pas jamais remarqué. Parce que n'empêche qu'en attendant, comme tu l'as très bien relaté, Laurent, le numéro 22 tchèque, il lui hurle dessus, mais il se fait sortir. Hein. Et je pense que s'il lui hurle comme ça, c'est pas par hasard. Il lui a dit des trucs pas très sympas. Mais ça, c'est beau. Hein, ça fait, là, il est avec toi, donc t'adores avoir ce genre de gars. Et je sais pas si vous avez vu en plus à l'interview, comme il est serein, on sent qu'il est bien. Lui, il vit la meilleure période de sa vie, son hockey et tout, c'est fantastique. Moi, j'ai juste rajouté encore un petit truc par rapport à ce qu'on a discuté avant. C'est que je sais pas si vous avez remarqué qu'il y a quasiment tous les défenseurs suisses qui ont marqué. Et puis ça, ça veut aussi dire que c'est bien parce que justement, c'est compliqué de jouer contre la Suisse parce qu'à un moment donné, ils sont tous capables de monter, de faire une action, de mettre un goal. Et puis ça veut dire que tu peux pas maîtriser la Suisse en étant sur 2 ou 3 gars. Et ça, je crois qu'il n'y a plus qu'un. D'ailleurs, Marty, c'est son premier goal, sauf erreur. Hein. Exactement. Voilà. Ouais. Et de nouveau, Loffel qui a de nouveau été bon. Enfin, je trouve que ça, c'est quand même bien la diversité. C'est un peu ce qui s'est aussi passé avec Genève Servette au hockey cette saison, c'est que ça venait de partout, pas seulement les étrangers. Donc, moi, je pense que ça, c'est des atouts en plus pour la Suisse. C'est vraiment bien, c'est très important. Alors, messieurs, vous venez de me donner les recettes des 4 premières victoires. Est-ce que ça va marcher demain contre le Canada? Moi, je reste persuadé que oui, ça va. Les Canadiens, ils sont pas fous. Hein. Ils ont vu comment ils jouaient. Ils sont premiers. Ils vont essayer de jouer dur. Il faut rentrer dans le défi physique, pas dans le défi avec la bouche. Il faut rester concentré parce que ça, on n'est pas encore capable de maîtriser certaines nations qui ont beaucoup l'habitude du trash talking. Il faut rester concentré, pas répondre, pas parler, mettre des mises en échec quand il faut. Mais là, comme je dis, on est armé. Christian a parlé des défenseurs. Quand vous vous rendez compte que la 4e ligne au niveau physique, c'est Kaiser et Fora, on peut relativement jouer contre des nations physiques. Et contre le Canada, ce qu'il va falloir, c'est j'ai regardé jouer le Canada. Ils sont pas homogènes au niveau des blocs. Et donc peut-être qu'au niveau du match dans le match dans le coaching, il y a peut-être des alternatives à trouver. Pour pouvoir opposer notre premier bloc à une ligne un peu moins forte défensivement. Donc ça, je pense que ça va être étudié, mais moi, je reste persuadé que à l'heure actuelle, le prime des joueurs, ils sont capables encore de gagner demain contre le Canada. Ouais, moi, je pense aussi qu'il y a un truc tout bête, mais alors pour une fois, je trouve que ça peut s'appliquer. C'est le fait que tous les Canadiens jouent sur des petites glaces. Et notamment, les défenseurs, ils n'aiment pas quand le jeu vienne rapidement contre des Européens. Et la Suisse a de la vitesse à offrir au Canada. Ils n'aiment pas ça. Donc déjà, ça, il faut que je pense que la Suisse, il joue sur ses valeurs. Et puis justement, son jeu de transition, il est remarquable, notamment avec la ligne d'ambule. On voit, ils vont très vite et tout. Même Miranda, enfin,
il y a plein de gars capables de déborder. Ça, ils aiment pas trop. Après, faut pas oublier une chose, c'est que les Canadiens ils vont pas se formaliser. Ça leur est déjà arrivé plein de fois en championnat du monde de perdre 1 ou 2 matchs. C'est pas capital. Hein. Je veux dire, l'important, c'est, comme on dit souvent, mais le contenu doit être très important. Et puis, faire attention parce que si on est trop bien classé, alors je dis pas qu'il faut pas bien se classer, évidemment pas, mais ben, ça peut te revenir en boomerang parce que suivant comment tu peux te faire la Finlande de l'autre côté en troisième place, par exemple. Bah, à l'heure actuelle, ce qui est compliqué, c'est que de l'autre côté, quand on regarde le classement, c'est USA qui est surprenant premier, Suède deuxième, Danemark troisième et Finlande quatrième. Et Finlande qui a galéré pour gagner contre l'équipe de France. Donc si tu finis premier et que tu arrives sur un match décisif face aux Finlandais à domicile, bonjour l'angoisse. Donc évidemment que ça l'Allemagne qui va revenir, ça pourrait même l'Allemagne en quart de finale, on n'a pas envie de la rencontrer, quoi. Je veux dire, même si la Suisse est supérieure aujourd'hui. Moi, je pense raisonnablement. J'ai regardé la fin du championnat du monde. J'ai essayé de faire mes pronostics. Je pense que ça sera le Danemark qui finira quatrième. Donc, du coup, ça serait intéressant. C'est aussi un adversaire qui est de préparer l'équipe, hein. Oui. Il sait ce Oui, mais là, je peux vous dire qu'on a une équipe suisse qui est vraiment de très bon niveau. Donc voilà, mais maintenant, ce qui est important pour moi, c'est le contenu. Le résultat, on verra par la suite, on verra l'adversaire, mais le contenu du week-end entre le Canada puis ensuite la République tchèque est très importante pour voir vraiment où on en est et voir la suite du championnat. Mais rappelez-vous, Philippe, aux Jeux Olympiques à Turin, les Suédois avaient fait exprès de perdre un match pour tomber sur la Suisse et ils sont allés au bout. Hein. Donc, comme ça, des fois, la stratégie peut je veux dire, ils savaient que les Suisses avaient battu le Canada et la Tchéquie qui s'étaient claqués. Ouais. Et ils se sont dit, si on se fait. Ah, évidemment, je dis pas qu'il faut spéculer comme ça, mais ça a eu existé ce genre de choses. Ouais. Et puis, allez, on va rester sur une note positive face au Canada. Je vous rappelle que la dernière confrontation avait vu la Suisse battre les Canadiens sur le score de 6-3, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ben voilà, il vous a dit quoi ? Il vous a dit quoi, Pat Lefebvre, sur le pronostic pour ce week-end ? Il n'ose plus. Okay. On le salue. Et on l'aime. Hein. Bien sûr. Mais bien sûr. On l'aime. Mais oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, en fait, j'ai envie de dire que quand on est suisse, on pourrait dire une chose, finalement, la seule chose, c'est tout, mais pas la Suède. En fait, c'est la seule crainte, pour être très franc. Ça encore le cauchemar de certaines nuits. Bon. Et le pire, c'est que c'est la même chose au foot. Hein. Ou bien l'Ukraine aussi à l'époque, au foot, vous vous en souvenez. Oui, Laurent. On va finir avec les brèves, rapidement. J'allais dire, en pensant à Laurent, j'allais dire, nous, on est le cauchemar de l'équipe de France. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais là, je parle de football. Bon, alors oui, on va terminer avec quelques brèves. Allez-y, Laurent. Alors, Eric Faye qui signe au HC Holton. Hein. Pour rappel, Faye était le meilleur buteur de la Swiss League avec 94 points en 63 matchs en 21-22. Il quitte donc le EHC Cloton. Jordan Bougro quitte aussi Cloton pour le HC Sierre. Il retrouve Yves Sarrault qui l'avait eu en junior élite et son frangin qui joue là-bas. Le départ précipité de Philippe Rigamonti, CEO et directeur commercial pendant 14 ans. Il a été remercié notamment en désaccord avec les hauts responsables du Servette Omnisport. Il sera notre invité lundi prochain dans le premier bloc. Ouais. Voilà. Ensuite, on va quand même préciser une chose. Ça ne sera pas un grand déballage parce qu'il y a une clause de confidentialité, comme c'est souvent le cas d'ailleurs quand on quitte une entreprise, que ce soit de façon harmonieuse ou que ce soit de façon un peu conflictuelle. Il a expliqué donc qu'il y avait des divergences de vues, mais il ne faut pas s'attendre non plus, on va être très franc, hein, on va pas s'attendre à un grand déballage de la part de Philippe Rigamonti, mais vu tout ce qu'il a apporté au club, il était logique de l'avoir comme invité. Voilà, puis c'est pas que ça, lui, il n'y a pas plus genevois que lui, donc que Genève soit champion suisse, voilà. Enfin, il fallait le préciser. On vous écoute, Laurent. Ok, Jakob Lidja, qui évolue au Dynamo Moscou en KHL, pourrait rejoindre son ancien coéquipier timide. Il avait en 2021, il avait joué 37 matchs en NHL avec les Columbus. Il pourrait rejoindre timide Ambry, donc une rumeur. Et du côté du CP Berne, encore un entraîneur nordique en contact. En effet, Jussi Tapola, de Tampara, champion au titre et vainqueur de la Champions League, pour intéresser Andrew Ebet. Donc Ebet, il fait ses courses en ce moment. Donc à voir comment vous allez
à Berne, mais vous dire un truc. ouais. Ça me fait gentiment sourire parce que on n'a pas besoin de s'appeler Andrew Ebet et avoir son passé hockeyistique pour devenir manager et puis se dire je vais aller prendre celui qui a gagné la Coupe d'Europe et qui a gagné le championnat. Je veux dire, moi, si je suis le manager de Berne, ben, je l'annonce aussi. Hein. Alors d'accord, vous me direz qu'il y a peut-être ensuite des ficelles pour pouvoir engager le gars. Enfin, ça n'a rien d'exceptionnel. Bravo s'il arrive à l'amener à Berne, mais finalement, moi, je suis désolé, je ne trouve pas ça exceptionnel. En tout cas, il ne faut pas me dire qu'Andrew Ebet, c'est le super manager parce qu'il arrive à draguer Tapola, quoi. Je veux dire, tout manager peut le faire. Enfin, c'est Philippe. Alors, Philippe. Moi, juste 2 secondes. Vous savez, moi, je le dis depuis des années, mais honnêtement, moi, si j'étais à la place de Lutti, la première chose que j'aurais fait, c'est d'engager Monsieur Steinegger, qui a été 12 ans capitaine de Berne. Et c'est le meilleur manager de Suisse actuellement, et de très loin, avec Genève, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, comme quoi, des fois, l'argent, c'est pas tout. Justement, le management de si vous avez l'argent, moi, vous-même en tant que Laurent Perroton, si vous avez l'argent, vous avez le droit de dire, bah, je vais aller chercher ta polade, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un grand manager pour aller le chercher. Voilà. Mais surtout qu'il a déjà épuisé pas mal de jokers, lui. J'ai fait exprès de mettre cette brève parce que je savais que ça allait vous faire réagir et c'était sarcastique. C'est-à-dire qu'avec le budget du CP Berne, on peut mettre Pierre-Paul ou Jacques. Si on est un peu malin et qu'on réfléchit un petit peu, quand vous avez les moyens financiers, vous pouvez faire venir n'importe qui. Donc, du coup, directeur sportif actuellement des gros clubs de National League, c'est pas très compliqué. Directeur sportif du HCBN, avec les objectifs sportifs qui sont les leurs, et les moyens, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que moi je reste persuadé qu'Andrew Ebet n'est pas la bonne personne à ce poste-là et il l'a prouvé lors des dernières années. Et je trouve qu'il a énormément de jokers. Je trouve qu'il a énormément de jokers par rapport au passé de Berne et par rapport à certaines personnes qui ont été licenciées récemment. Donc voilà, je ne sais pas quelles sont les autres, mais en tout cas, il est dans les papiers de la maison. Ouais. C'était la dernière ? Exactement. Bon. Eh bien alors, moi je vais conclure en vous rappelant, et vous l'avez peut-être constaté, que nous avons eu quelques petits changements du côté de planethockey.com, puisque le layout a changé, les contenus changent gentiment. Il manque encore un certain nombre de liens qui vous permettraient d'aller plus facilement dans certaines pages qui existent déjà, mais qu'on ne trouve pas encore très facilement, notamment les pages des clubs. En tout cas, pour le moment, des clubs romans, on est en train de remplir le tout le plus rapidement possible, mais avec les contingents des équipes, les photos, les statistiques et les prospects, etc. Il faut simplement aller vous balader un tout petit peu sur notre nouveau site pour retrouver passablement de nouveautés aussi au niveau graphique, sur le championnat du monde, sur les statistiques, etc. Donc, si vous avez si vous avez un petit peu de temps, eh bien, même si la version définitive est encore, c'est la version définitive, mais alors loin d'être complète, eh bien, n'hésitez pas à aller vous balader un petit peu sur planethockey.com, nouvelle version. Si vous voulez écouter la radio, pour le moment, vous pouvez la repérer. Il y a un petit micro tout en haut à droite. C'est important de le préciser parce que je sais que la dernière émission, certaines personnes ont eu un petit peu de peine à la trouver. Vous pouvez également écouter notre émission sur le Strap, la radio, en passant par le site lestrap.ch. Voilà, ça c'est pour la petite information, mais tout ça, ça va s'éclaircir au fil des semaines. On a un été maintenant pour vous donner un site exceptionnel, je l'espère, pour la reprise du championnat 2023-2024. Mais en attendant, eh bien, allez déjà découvrir tout ce qu'on vous propose de nouveautés sur ce site planethockey.com avec l'appui notamment direct de Laurent Perroton, de Christian Ponty et de nos rubricards. Voilà, messieurs, quelque chose à rajouter ? Pensez aussi à vous abonner à Planet Hockey Center sur YouTube. Parce que là, vous avez toutes les émissions de l'année. On en est comme ça, c'est un peu plus simple. 68 ? Vous pouvez direct. 68. Ouais, c'était la 68e émission, donc on a pas mal bossé cette saison et donc du coup, comme ça, vous pouvez réécouter lorsque vous êtes au fitness ou lorsque vous êtes dans votre voiture. Donc c'est aussi sympa de l'écouter de cette manière-là.
Voilà, on va conclure. Nous n'étions pas à Lyon. On s'y retrouvera d'ici, je pense, une quinzaine de jours. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous. Enfin, le prochain rendez-vous, c'est la rediffusion de l'émission dans moins d'une heure. Ça sera également rediffusé demain, plusieurs fois dans la soirée aujourd'hui. Et puis, évidemment, on se retrouve donc lundi pour notre traditionnel after, le premier bloc after avec comme invité, on vous l'a dit, Philippe Rigamonti. Merci, messieurs. Bye bye. Merci. Merci. Et puis donc, n'oubliez pas que le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux. Et puis le glace à la télé, c'est parfois pas mal. Ça dépend. Enfin, il y a beaucoup de critères là aussi. Mais soutenez d'une quelconque façon que ce soit cette équipe de Suisse qui va peut-être nous faire rêver jusqu'au 28 mai. Ouais, dimanche 28 mai, ça sera le jour de la finale face à la Suède, malheureusement. Voilà. Merci, messieurs. Et vive, bye bye. Et vive l'équipe suisse de hockey au mondial. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et à lundi. Bye bye.